Eh bien, je vous parle d'un autre lieu du monde. Il s'agit de Ostende, en Belgique, voilà, donc où j'ai eu l'occasion de me baigner il y a peu de temps. Je participe en fait, j'ai donné hier une conférence à des dirigeants d'entreprises, un petit peu moins de 300, sur l'intelligence collective évidemment. Et j'ai eu l'occasion avec certains d'entre eux de partager une conversation après sur un sujet qui me tient à cœur en intelligence collective, ce qu'on appelle les objets liens. Et je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors les objets liens, pour comprendre ça, eh bien, imaginez déjà tout simplement une équipe de sport, une équipe de foot par exemple, et puis vous retirez le ballon du jeu et vous constatez qu'il n'y a plus d'intelligence collective, il n'y a plus d'action coordonnée, simplement parce qu'on a retiré cet objet lien qu'on appelle le ballon. Et en fait, dans toutes les formes d'intelligence collective, pas simplement chez l'humain, mais aussi dans le monde animal, qu'il s'agisse d'intelligence collective en essaim, d'intelligence collective originelle ou pyramidale ou holomidale, eh bien, chaque fois, on trouvera des objets liens, ça veut dire des objets physiques ou des objets abstraits, qui vont servir à coordonner les actions. Par exemple, une meute de loups qui coordonne sa chasse autour d'une proie qui cavale, ils ne savent pas exactement où elle va aller. Voilà un objet lien qui va coordonner les actions. Dans une entreprise, même chose, on a des objets non plus nécessairement physiques, mais des objets abstraits. Une gestion de projet, par exemple. Et autour de ce projet, de l'évolution de ce projet, eh bien, les gens vont coordonner leurs actions, vont s'actualiser les uns les autres. Donc, on voit que toute forme d'intelligence collective, pour se manifester, pour fonctionner, elle a besoin de un ou plusieurs objets liens, physiques ou abstraits, peu importe. Mais leur présence s'avère indispensable pour qu'une intelligence collective se manifeste. Alors, là où ça devient intéressant, tient au fait qu'il y a plusieurs types d'objets liens. Il y a trois catégories. La première, qu'on appelle les objets miam-miam. Les objets miam-miam, eh bien, imaginez une proie, et on va se réunir ensemble, on va se coordonner ensemble pour attraper cette proie. Nous, en tant que meute de loups, une bande de lionnes, nous allons cavaler après cette proie parce qu'individuellement, on aurait très peu de chances de l'attraper, cette proie. Mais ensemble, on va y arriver et nous allons coordonner nos actions. Voilà les objets miam-miam. Dans le monde humain, eh bien, une start-up, par exemple, une entreprise, ou même une très grande entreprise, voilà une histoire de gens qui se réunissent pour conquérir ensemble des marchés, de l'argent, de la réputation, un territoire, enfin voilà. Objets miam-miam, ensemble, on va attraper la chose. Et puis il y a une deuxième catégorie qu'on appelle les objets monstres. Et là, eh bien, ça dit grosso modo, unissons-nous contre. Il y a un gros monstre quelque part, il nous fait très peur, il peut nous dévorer, il peut nous attaquer, mais ensemble, nous allons pouvoir résister, nous coordonner contre cet objet monstre. Et là où on a quelque chose d'assez intéressant, on voit dans l'objet monstre un des plus vieux trucs politiques que l'on connaisse, qui marche depuis la nuit des temps, lorsque des dirigeants où un groupe de gens vont constituer, vont construire et attiser la naissance d'un objet monstre pour qu'il y ait une unification de la population contre cet objet monstre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un jour écrire un livre d'histoire avec un historien qui retracerait finalement l'histoire des objets monstres dans toutes les civilisations, parce que je ne connais aucune civilisation qui n'ait pas eu ces objets monstres, qu'il s'agisse de dieux abstraits, de forces de la nature, mais aussi l'ennemi d'à côté, l'autre, différent, de manière plus contemporaine dans nos civilisations. On a eu les sorcières, les païens, l'arabe, le juif, et puis les femmes, et puis plus récemment le bloc de l'Est, et donc le bloc de l'Ouest considérait le bloc de l'Est comme l'objet monstre, et vice-versa bien entendu. Et puis lorsqu'il y a eu effondrement du bloc de l'Est, eh bien il a fallu que très vite d'autres objets monstres arrivent, ça n'a pas tardé, et nous voici maintenant dans un monde de terroristes disséminés absolument partout, qui n'existaient pas tant que ça auparavant, mais là qui deviennent évidemment omniprésents, et qui, en attisant la peur, eh bien, permettent à nos chers politiques, évidemment, d'unifier des populations contre quelque chose. Voilà. Donc ça marche toujours, depuis la nuit des temps, ça marche toujours aussi bien, et ça constitue un objet politique extrêmement important et intéressant, en tout cas dans le monde de l'intelligence collective pyramidale. Et puis nous avons une troisième forme d'objet qu'on appelle les objets art. Alors l'objet art, lui, il s'agit de quelque chose que nous créons. Un projet, par exemple, quand on dit nous allons marcher sur Mars, ou bien
on va créer une entreprise, une start-up qui va faire des véhicules propres. À chaque fois, en fait, vous allez voir dans un projet avec un objet art que l'on passe non plus de la réaction, comme avant, avec les monstres et les miam-miam, mais on passe de la réaction à la création. Vous voyez, on change la lettre C de place dans le mot. On passe de la réaction à la création. Ça veut dire qu'il y a aussi, forcément, dans l'organisation, dans le collectif, la naissance d'un mythe. Un mythe, ça nous conte l'aventure simple, une aventure épique, de gens qui ont décidé de créer une expérience, de transformer leur réalité ensemble. Et ils vont s'unir ensemble pour le faire. Alors vous voyez bien qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux de conscience. Dans la première catégorie, objet monstre et objet miam-miam, où on se trouve en réaction, on active les parties plutôt limbiques et reptiliennes de notre cerveau. Quand on passe dans les objets arts, nous entrons en mode création. Et là, évidemment, plutôt notre préfrontal et d'autres parties, évidemment, de notre être, de notre psychisme et de notre conscience. On n'a pas du tout la même liberté. Dans le monde de l'entreprise, je me livre souvent avec mes partenaires avec lesquels je fais des projets. On se livre ensemble à justement une analyse des objets liens. On fait d'abord une séance de brainstorming et je demande aux gens, voilà, imaginez, pensez à tous les objets liens que vous avez, physiques ou abstraits, dans votre entreprise. Et puis mettez-les dans une colonne. Alors la colonne objet monstre, la colonne objet miam-miam, et puis la colonne objet art. Et vous imaginez le résultat. On trouve les colonnes miam-miam et monstre en général bien remplies, et puis la colonne art, il n'y a pas grand-chose, voire souvent rien du tout. Et ça nous montre quelque chose de très intéressant, parce que ça nous montre que le collectif fonctionne essentiellement en réaction. Il vit psychiquement dans le monde des signaux forts, les arbres qui tombent, mais pas la forêt qui pousse. Alors que quand on se trouve évidemment dans les objets art, on ne peut aller les chercher que dans le monde des signaux faibles. On vit dans une autre réalité. Ça n'exclut pas les autres, mais on a évidemment un tout autre psychisme. Une fois qu'on a fait ce constat que les colonnes objet monstre, objet miam-miam se trouvaient les plus remplies, et bien là on rentre dans la partie la plus intéressante du travail, de se demander déjà pourquoi il y a ça, et surtout de se demander si on ne pourrait pas finalement faire glisser ces objets dans la catégorie objet art. Parce qu'ils n'ont pas cette fonction monstre ou miam-miam comme ça. Il s'agit de la relation que nous avons à eux. Vous voyez, je me trouve devant l'océan ici, il y a des vagues. Je peux considérer ces vagues comme très dangereuses ou très froides, mais je peux aussi apprendre à les surfer. Ou je peux aussi aller me baigner, comme je l'ai fait ce matin, et éprouver un plaisir immense finalement à prendre la fraîcheur sur le corps et tout ce que ça amène de vivifiant et de bon pour la santé. Simplement parce que j'ai changé ma relation à ces vagues. Et on peut faire la même chose pour tout. Simplement, il faut construire une discipline pour ça, cette discipline qui nous libère. Une falaise, on peut tomber, ou on peut apprendre à la grimper avec plaisir. Et donc tout se joue dans la relation que nous décidons d'avoir avec ces objets, de les considérer soit comme victimes d'un monde vaste et hostile dans lequel nous avons faim ou dans lequel nous avons peur, ou bien transformer notre relation et devenir des joueurs créatifs. Donc dans le monde de l'entreprise, on peut considérer l'argent comme une chose qu'il faut absolument conquérir, sinon on va tous crever, on ne va pas y arriver, ou on peut développer ça comme un jeu agréable à jouer, et puis on peut même décider d'étendre la relation de richesse, pas simplement à l'argent, et donc jouer dans un jeu plus vaste. On peut considérer les concurrents comme des gros affreux qui nous font peur, il faut absolument les combattre ou les éliminer ou les absorber. Ou on peut décider de jouer un jeu co-créatif avec nos concurrents, partager beaucoup de choses également, et puis finalement créer une émulation collective et faire que tout le monde s'entend bien dans une notion aussi de jeu créatif. Donc vous voyez qu'il n'y a pas en soi d'objet monstre ou d'objet art, il y a simplement une relation d'objet monstre ou d'objet miam-miam, il y a simplement une relation que nous avons avec la réalité autour de nous dans ces objets liens. Voilà, alors je me sens heureux d'avoir partagé ça avec vous, j'espère que ça vous inspirera, et puis à bientôt pour d'autres petites idées comme ça à partager à la volée. Merci.